Bonjour. Donc, à la demande générale et en particulier de Pierre-Édouard Fournier, je vais vous faire un petit point de l'actualité de ce que l'on fait en paléomicrobiologie et puis en même temps de faire une petite rétrospective sur le sujet principal ou un des sujets principaux que l'on a travaillé depuis quelques années avec Didier Raoult et d'autres, vous allez le voir sur ce sujet, qui est bien sûr la peste. Et donc, je laisserai Laurent Abirached vous présenter lors d'un prochain séminaire l'autre aspect, qui est l'aspect de l'hôte à travers ses propres travaux. Alors, cette paléomicrobiologie, donc les microbes anciens, c'est quand même quelque chose que l'on a inventé avec Didier Raoult, avec Gérard Aboudaran et d'autres, que l'on a inventé ici. C'est quand même une invention de nos laboratoires de recherche et donc de notre IHU. Et donc, j'ai mis quasiment un quart de siècle, puisque le temps que les choses se fassent et sont publiées, effectivement, ça fait bien au moins 25 ans maintenant que l'on travaille sur ce champ qui a encore une fois été inventé ici. Et voilà. Le deuxième point qui me semble intéressant, c'est que typiquement, ce sont des travaux, de mon point de vue, qui devaient nécessairement se faire ici et pas ailleurs dans le monde, parce que ça s'inscrit profondément, très très profondément, dans l'histoire de la médecine dans notre ville, dans l'histoire de la microbiologie clinique et de la biologie dans notre ville, et puis vous allez le voir dans l'histoire de notre ville tout court, puisque bien entendu, je vais vous parler beaucoup de la peste de Marseille au XVIIIe siècle. Donc ce sont des travaux qui sont profondément ancrés ici, et c'est probablement pas un hasard finalement que ce type de thématique de recherche soit né ici, plutôt qu'en Espagne, aux Pays-Bas ou ailleurs. Et donc voilà une figuration par les bâtiments, de différents bâtiments qui au cours des différents siècles ont servi à abriter soit des patients, soit des travaux de recherche en matière de maladies infectieuses et tropicales à Marseille. Pour les connaisseurs, vous avez l'hôpital Caroline qui est situé sur le Frioul, mais dont l'accès est un peu restreint, donc il faut organiser l'accès à l'hôpital Caroline. Et puis vous avez ce bâtiment, alors celui-ci vous le connaissez, il existe toujours, donc ça c'est l'entrée de ce que l'on appelle aujourd'hui l'hôpital Salvatore. De l'autre côté du boulevard, là où nous sommes du côté de l'hôpital Sainte-Marguerite, pour vous situer cela. Et donc ce bâtiment, si vous avez la curiosité de passer devant, vous verrez ce bâtiment existe, c'est la maison du gardien, et puis donc derrière il y a l'hôpital Salvatore. Je l'ai fait figurer, je vais en reparler tout à l'heure. C'est dans cet hôpital Salvatore qu'ont été admis et soignés et guéris les derniers cas autochtones de peste à Marseille, 1919-1920. Donc ils ont été hospitalisés à Salvatore, et puis avec Didier, avec les plus jeunes d'entre nous, eh bien, nous avons travaillé à l'hôpital Houphouët-Boigny, qui maintenant est un bâtiment qui sert d'école pour les infirmières, pour différentes professions de santé. Mais enfin, ça a eu été un hôpital Félix Houphouët-Boigny. C'était finalement, si vous voulez, c'était l'IHU en quelque sorte du XXe siècle. Et puis aujourd'hui, nous sommes quelque part dans ce magnifique bâtiment. Donc des travaux, vous voyez, qui sont inscrits dans l'histoire de la recherche dans notre ville et inscrit dans l'histoire de la ville, qui est matérialisée en quelque sorte par l'évolution de ces différents bâtiments. On parle de quoi comme échantillon pour aller traquer les vieux microbes? On a tout un tas d'échantillons possibles pour aller traquer les vieux microbes. On peut traquer les vieux microbes dans l'environnement, c'est ce que Didier a fait encore récemment en travaillant sur du permafrost et en réisolant des micro-organismes congelés à plusieurs mètres sous terre. Donc il est possible de travailler sur l'environnement. Il y a plusieurs équipes dans le monde qui travaillent sur des microbes anciens, d'environnement ancien. On peut travailler sur des ectoparasites, je vous montrerai un petit exemple. On peut travailler sur des animaux anciens, je n'en parlerai pas, mais nous avons été amenés à travailler sur des squelettes, bien sûr, de chats d'époque Saint-Louis qui ont été exhumés au moment de la construction de la pyramide du Louvre, voulu par François Mitterrand. Il a fallu creuser les pavés de la cour carrée du Louvre, et en creusant dans la cour carrée du Louvre, eh bien, on est tombé sur, en réalité, les dépotoirs, les poubelles du palais du Louvre, époque Saint-Louis, et dans les poubelles, il y avait des squelettes de chats, et on a pu
avoir la chance finalement de travailler sur ces squelettes et de retrouver Bartonella encellae, une bactérie dont certains d'entre vous travaillent peut-être dessus. Et puis bien sûr, on va travailler essentiellement sur des restes humains qui sont de qualité variable. Il est assez rare, mais cela existe, de tomber sur des corps humains qui sont congelés. Il y a quelques travaux qui ont été réalisés sur ce type de restes humains. Totsi en est un exemple assez célèbre. On peut travailler naturellement sur des tissus momifiés. Ils sont déjà un petit peu moins rares parce qu'il y a beaucoup de cultures dans le monde sur différents continents à différentes époques qui ont utilisé la momification. C'est quelque chose qui continue. Vous pouvez vous faire momifier. Il suffit de chercher sur Internet. Et donc, si le cœur vous en dit, il est tout à fait possible de se faire momifier. Donc cette pratique continue, c'est une pratique qui est vraiment transculturelle. On peut travailler sur des tissus fixés, et puis on peut travailler sur des coprolites. Ça, c'est un exemple de coprolite que l'on a travaillé ici au laboratoire. On a fait très peu de travaux sur ce domaine. Pour ceux que ça intéresse, c'est un champ entier qui est quasiment vierge, qui permet d'adresser bien sûr essentiellement les microbiotes anciens. Donc c'est une façon qui est très peu travaillée actuellement, d'avoir une connaissance, partielle au moins, des microbiotes digestifs, par exemple, des personnes qui vivaient à tel ou tel endroit, à telle ou telle époque. On a réalisé, nous, essentiellement un travail là-dessus, et donc on a montré en pratique qu'on a effectivement une capacité à détecter une partie tout au moins du microbiote digestif, par exemple, dans cet exemple. Ça, c'est un coprolite qui nous a quand même beaucoup servi, ceci étant le coprolite de Namur, 15e siècle. C'est dans ce coprolite que l'on a réisolé une vieille amibe que certains d'entre vous sont en train de terminer d'écrire l'histoire. Donc, par exemple, dans ce coprolite, on a réisolé, elle est en culture actuellement au laboratoire, une amibe qui avait donc 500 ans. Donc ça veut dire qu'au moins les amibes sont capables de survivre 500 ans et probablement beaucoup plus, peut-être en partie grâce à leur capacité d'enquistement. Mais la plupart du temps, on tombe sur ce type de matériel, si j'ose dire, et donc c'est sur ce type de squelette que l'on a été amené à travailler essentiellement. Et donc ces squelettes, vous voyez, ce sont des squelettes qui sont jetés pêle-mêle dans des fosses communes. Donc c'est ce que les anthropologues avec lesquels nous travaillons appellent des charniers de catastrophe. Et donc tous ces travaux dont je vais vous parler sont des travaux qui sont faits nécessairement, bien sûr, en collaboration avec des équipes d'anthropologie. On a commencé, bien entendu, avec le laboratoire d'anthropologie de la faculté de médecine à Marseille, Olivier Dutour, Michel Signoli, et puis actuellement, on a la collaboration avec différents anthropologues en France et à l'étranger. Et donc, ces charniers de catastrophe, c'est ça, c'est des squelettes que l'on trouve pêle-mêle, plusieurs, sans inhumation propre, en général en dehors des cimetières, en dehors des lieux consacrés pour l'inhumation habituelle. Et lorsque les anthropologues démasquent des charniers de catastrophe, quasiment toujours à l'occasion de travaux de construction, soit à titre privé, un entrepreneur se met en tête de construire un immeuble, c'est ce qui s'est passé à Marseille, je vais vous raconter, ou bien classiquement les lignes TGV, lorsque la ligne TGV Sud-Est a été construite, à Lambesc, on est tombé, on a démasqué un charnier de catastrophe de la peste aussi. Voilà, donc des travaux de terrassement permettent de démasquer de temps en temps ces charniers de catastrophe, et les charniers de catastrophe peuvent ressortir de morts violentes, mais en général, l'anthropologue fait assez vite le diagnostic parce que le squelette porte des traces de plaies, soit par arme blanche, soit par arme à feu. Donc je dirais que ça se voit macroscopiquement en général. La famine, ça c'est beaucoup plus difficile à démasquer sur les squelettes. Il faut avoir des données historiques comparatives pour dire oui, on était dans une période de disette de famine et c'est possible. Le froid n'est pas non plus si facile que ça à diagnostiquer simplement par les constatations anthropologiques. Et puis, bien entendu, les maladies infectieuses, et c'est ce que je vais vous présenter. Et donc, ce que l'on a inventé aussi ici à Marseille, c'est de travailler, non pas sur la totalité du squelette, mais plus précisément sur les dents, et encore plus précisément sur la pulpe qui est contenue à l'intérieur des dents. Et c'est une invention que l'on peut maintenant rendre compréhensible, mais qui était purement fortuite, comme le dit Didier, c'est que Gérard Aboudaran, qui avait donc 25 ans de moins à cette époque-là, comme nous tous, enfin tous ceux qui ont plus de 25 ans bien sûr, et donc Gérard commençait son parcours recherche, master, thèse, et il y a eu la rencontre fortuite en quelque sorte d'un anthropologue qui était Olivier Dutour, qui est venu avec des dents
dont je vais vous raconter l'histoire, et puis en même temps Gérard Aboudaran, dont la formation première est dentiste, et donc la rencontre complètement fortuite des deux a fait en sorte qu'on s'est mis à travailler sur les dents, et plus particulièrement sur la pulpe dentaire. Mais c'est complètement fortuit, vous voyez, c'est un de ces moments qui arrivent de temps en temps dans les activités de recherche, où il y a des personnes de champs thématiques différents qui se mettent sur une thématique complètement improbable, parce que quand même, honnêtement, il y a 25 ans, dire qu'on allait chercher des microbes, et en particulier la peste dans de la pulpe dentaire ancienne, hein, c'était improbable, comme l'on dit aujourd'hui, et pourtant, ça a marché. Donc vous voyez, c'est un point important. De temps en temps, il y a des rencontres comme ça qui suscitent un champ thématique entier. En réalité, on a ouvert une porte entière, et donc vous voyez, c'est ce qu'on essaie de faire parfois dans cet institut, de faire se rencontrer des personnes qui ont des expertises différentes, pour essayer de faire naître comme ça des thématiques de recherche. Donc là, ça a bien fonctionné. Donc ça, bien sûr, c'est le travail de Gérard Aboudaran. Bon, je fais la même plaisanterie que d'habitude, il n'y a pas d'anesthésie. Vous allez voir une extraction sur un patient qui ne souffre pas. Voilà, donc en 2 mots, voilà un petit peu. Donc Gérard a mis en place un protocole complet pour récupérer des dents anciennes à partir de squelettes, et à partir de ces dents, récupérer la pulpe dentaire qui est contenue à l'intérieur, et puis après faire un certain nombre de travaux de biologie que je vais vous présenter. Aïe, voilà, c'est là, tout va bien. Je vois que Pierre se tient la mâchoire, il souffre à la place de notre ancêtre de 1720, mais enfin tout va bien. Bon, et donc après, vous voyez, Gérard a inventé En fait, il dérive bien entendu des techniques qu'il utilise par ailleurs pour les appliquer à ces échantillons anciens. Donc on réalise une fracture longitudinale de la dent, sépare la dent en 2 morceaux et on récupère la pulpe. Et aujourd'hui, à la demande, je vous dis, on a une certaine capacité à recoller les 2 morceaux pour rendre un aspect morphologique satisfaisant à la dent, puisque parfois les anthropologues nous demandent d'essayer de restituer le matériel. C'est une méthode invasive, comme l'on dit, destructrice en réalité, c'est son inconvénient. Et donc parfois les anthropologues nous demandent d'essayer de restituer les dents, de restituer aux dents l'aspect qu'elles avaient lorsqu'ils nous ont confié les dents. Donc voilà. Après on récupère la pulpe qui se présente sous forme d'une poudre en pratique, ça fait comme une petite poudre brunâtre que vous pouvez récupérer au fond d'un tube Eppendorf par exemple. Et donc voilà, je vous dis, c'est la rencontre fortuite au départ de Michel Signoli et Olivier Dutour, donc les anthropologues de la faculté de médecine, Gérard, dont l'expertise au départ était la dentisterie, et puis les microbiologistes. Et donc des travaux ont donné ça c'est des choses ensuite, heureusement on a pu transmettre, on est en train de transmettre ce savoir à des plus jeunes, en particulier, mais pas uniquement, mais en particulier Rémi qui est dans la salle, là, et donc Rémi a travaillé un charnier, à nouveau, vous voyez, qui a environ 2500 ans, qui est dans la ville de Besançon, si je ne me trompe pas. Donc on est en période romaine, c'est à 2000 ans, on est encore dans l'Empire, Besançon, dans l'Empire romain, en période romaine, et juste pour vous faire voir qu'on a une capacité, vous voyez, à récupérer une pulpe dentaire ancienne, avec ces techniques-là, et là, c'est de la pulpe entière. Toute la pulpe a été récupérée par Rémi à partir d'une dent ancienne. Et donc c'est extravagant, quoi. Donc quand on regarde ça en microscopie, on a probablement encore les vaisseaux, l'histologie complète de la pulpe, quasiment comme si c'était une pulpe que l'on venait d'extraire d'une dent la semaine dernière. Et donc notamment Rémi a continué à avancer dans les protocoles, et donc il a mis au point des protocoles que je qualifierais de paléocytologie, paléohistologie. Et donc vous voyez, on a actuellement sur ces pulpes anciennes une capacité à voir les cellules, et franchement, si c'était une pulpe moderne, ce n'est pas possible de dire que cette pulpe-là, je ne sais plus combien Rémi, peu importe, plusieurs centaines d'années, ce n'est pas possible de dire que cette pulpe a plusieurs centaines d'années versus cette pulpe a été prélevée la semaine dernière. Donc, il y a, vous voyez, c'est un organe, un tissu extraordinaire qui conserve sa structure histologique, qui conserve sa structure cytologique. Voilà, les globules rouges, franchement, on dirait un frottis sanguin que l'on vient de faire, là maintenant, au bout de mon doigt. C'est exactement pareil. Et donc, on est en train, bien entendu, de réfléchir là-dessus. Et l'idée générale, à partir de là, c'est qu'à l'intérieur de la pulpe ancienne, il y a en réalité, une petite goutte de sang qui est contenu dans cette pulpe ancienne, ce sang étant le sang tel qu'il était au moment du décès de la personne. Et donc toute la réflexion que l'on a actuellement, c'est de se dire que,
en principe, nous devons pouvoir utiliser toutes les méthodes que l'on sait utiliser pour faire du diagnostic sur du sang, on doit pouvoir les dériver probablement sur cette pulpe dentaire ancienne, parce qu'en réalité, la pulpe, c'est une petite goutte de sang qui est arrêtée au moment du décès de la personne. Et finalement, c'est ce que je vais vous présenter, c'est les techniques que l'on a engagées, que l'on est en train de continuer à développer pour se donner les mêmes capacités de diagnostic que ce que l'on sait faire. Si on me donne aujourd'hui 100 microlitres de sang, eh bien, à partir de 100 microlitres de sang d'un patient aujourd'hui, je sais faire un certain nombre de tests dans différents domaines qui ouvrent un certain nombre de diagnostics. Et finalement, c'est ce que l'on fait. Donc voilà que les globules rouges qui sont marqués par un marquage spécifique, là, anti-glycophorine. Alors, à partir de là, un point important, ça a été de pouvoir en réalité extraire les protéines. Donc si l'on a une goutte de sang, ça veut dire qu'on a d'un côté les éléments figurés du sang, comme l'on dit, les globules rouges, les globules blancs, ainsi de suite, c'est ce que je vous ai montré. Puis la deuxième partie du sang, c'est le plasma, le sérum. Et donc théoriquement, si l'on a une goutte de sang ancienne, eh bien, on doit pouvoir avoir du sérum ancien, et on doit pouvoir analyser ce sérum ancien. Et en pratique, c'est ce que l'on fait maintenant depuis quelques années, suite notamment aux travaux de Rémy. Donc pour aller rapidement, effectivement, il a mis là aussi en place un protocole qui permet d'extraire jusqu'à un certain point les protéines du sérum de la pulpe dentaire ancienne. Et lorsque vous faites ça, eh bien, vous vous donnez une capacité à détecter deux types de protéines. D'une part, des protéines d'un éventuel pathogène qui pourrait être présent dans la pulpe dentaire ancienne parce qu'il était présent dans le sang de la personne au moment de son décès. Bien entendu, on a repris notre exemple favori qui est Yersinia pestis, et donc voilà, Rémy a détecté des peptides dont la séquence est spécifique de peptides de Yersinia pestis en extrayant les protéines totales à partir de la pulpe, c'est-à-dire à partir d'une goutte de sang séchée finalement au moment du décès de la personne. Donc on a une capacité à détecter des peptides qui sont signatures de tels micro-organismes qu'il s'agit éventuellement d'interpréter comme un micro-organisme pathogène. Encore une fois, ça veut dire que le micro-organisme était vraisemblablement dans le sang de la personne au moment de son décès. Et donc on a inventé, là aussi, le champ finalement de la paléoprotéomique, et on vient juste d'ouvrir une porte. Là, pour moi, c'est un champ entier. Là aussi, c'est vierge. Vous voyez, le travail a quoi, 2 ans, 2 ans et demi. Donc il y a tout un pan là, de travail à faire aussi pour les plus jeunes que ça peut intéresser. À partir de là, si l'on est capable donc de détecter des peptides, des microbes, on est aussi capable bien sûr de détecter les protéines, les peptides de l'individu qui est décédé avec cette goutte de sang. Et parmi ces peptides, ces protéines, peut-être qu'il y a des immunoglobulines, parce que dans le sérum, il y a des immunoglobulines dont une des fonctions principales est d'être des anticorps contre tel ou tel antigène. Alors c'est ce que l'on a fait, c'est ce que l'on est en train de faire. Là c'est beaucoup l'étudiant Amadou qui s'y colle là-dessus. Et donc voilà un exemple de paléosérologie. Là aussi, vous voyez, on invente un nouveau champ, la paléosérologie. On se dote d'une capacité technique à détecter, jusqu'à un certain point, hein, bien entendu, mais jusqu'à un certain point, des immunoglobulines immunoréactives dans des échantillons anciens. Donc c'est un exemple d'un travail qui est soumis actuellement, où Amadou a réalisé de la paléosérologie. Et puis, on utilise, si vous voulez, ces outils comme on sait le faire pour le diagnostic moderne. En diagnostic moderne, on a une approche syndromique, c'est-à-dire qu'on essaie d'envisager sur un même échantillon de tester tous les microbes qui sont responsables d'un syndrome donné. Là, c'est un syndrome épidémiologique, si je puis dire. Et donc, Amadou a mis sur ces petites bandelettes de de Western blot, si vous voulez, il a mis les microbes qui sont transmis par les poux, par exemple. Donc on a voulu chercher s'il y avait des anticorps contre les microbes transmis par les poux, et donc on a mis Bartonella quintana, qui est reconnu comme étant un microbe transmis par les poux, Borrelia recurrentis, qui est reconnu pour être transmis par les poux, l'agent du typhus mortel, Rickettsia prowazekii, et puis je vais vous raconter un petit peu après que nous considérons que Yersinia pestis aussi, la peste aussi, est un microbe qui peut être transmis par les poux, et donc il l'a ajouté. Et puis ça, ce sont des contrôles. Le staphylocoque doré, pour les gens qui font de la sérologie, a un gros avantage, c'est que c'est un microbe qui, grâce à ses protéines A et M, attrape n'importe quelle immunoglobuline. Donc c'est un contrôle que l'on a mis.
L'idée étant de dire qu'il faut que le staphylocoque doré s'allume pour montrer qu'il y avait bien des immunoglobulines dans le prélèvement que l'on a testé, et au contraire, le lait écrémé nous sert de contrôle négatif pour montrer que jusqu'à un certain point, l'accrochage que l'on voit n'est pas un accrochage fortuit, mais donc ça va dans le sens de la spécificité des accrochages que l'on voit. Et, voilà. Et donc on s'est doté, vous voyez, d'une capacité à faire une technique qu'il a appelée le mini-mini-blot. En mini-mini-blot, eh bien, une certaine capacité à réaliser de la paléosérologie de microbes transmis par les poux, exactement comme on peut le faire aujourd'hui sur des sérums contemporains. Donc voilà le type de travaux que l'on fait actuellement. Alors tous ces outils que je viens de vous présenter peuvent être engagés pour faire du diagnostic individu par individu, et donc on a été amené à publier cette année, je crois, ou l'an dernier, je ne sais plus, par exemple, la cause probable du décès du Caravage, et donc les données que l'on a nous laissent penser que ce peintre est décédé d'une septicémie à staphylocoque doré. Mais au-delà de ça, ces outils nous ont permis, bien sûr, d'attaquer la question des épidémies anciennes qui sont décrites depuis, voyez, depuis la Bible, depuis des textes religieux ou civils extrêmement anciens. Donc voilà une description d'une épidémie, éventuellement de peste, on n'en sait rien, dans le livre 5. Voilà une autre histoire, la peste de Thèbes. Donc il y a dans la littérature beaucoup de descriptions anciennes, d'événements historiques qui font évoquer des épidémies. Et bien entendu, la question, c'est d'une part de confirmer que c'est bien des épidémies, et puis quel type de micro-organismes, connus ou non, ces épidémies font-elles référence, et c'est ce que je vais vous raconter dans les quelques dizaines de minutes qui suivent. Un autre exemple d'épidémie qui a été résolu en utilisant ce que je viens de vous dire. Donc si vous voulez, le fait d'utiliser la pulpe dentaire est quelque chose maintenant qui est complètement banalisé dans la littérature de paléomicrobiologie ou de paléologie tout court. Hein. C'est un des deux matériaux avec l'os en pratique, l'os pétreux notamment, qui est utilisé maintenant pour aller reconstituer des fragments de génomes d'individus néandertals et ainsi de suite. Donc vous voyez, le fait d'inventer entre guillemets la pulpe dentaire n'a pas été vain du tout, c'est vraiment quelque chose qui est utilisé maintenant par toutes les équipes qui s'intéressent à de l'ADN ancien, humain, animal ou mammifère, disons, bien sûr, ou micro-organismes. Et donc c'est ce qui a été fait pour tenter de résoudre la peste d'Athènes, par exemple, qui, bien que portant le nom de peste, n'était probablement pas une infection à Yersinia pestis, mais probablement une salmonellose. Voilà des textes, on dispose de textes médicaux anciens, et donc Guy de Chauliac est un de nos grands prédécesseurs, doyen de la faculté de médecine de Montpellier, qui était quand même une des deux seules facultés de médecine avec celle de Paris à l'époque, prédécesseur de très grande renommée, puisqu'il avait été mandé par le pape qui était en Avignon à cette époque-là. Et donc Guy de Chauliac, en Avignon, a vu arriver la peste depuis Marseille et nous a laissé une magnifique description de l'avancée de la peste, donc de l'épidémiologie de la peste, et ensuite de la clinique de la peste en Avignon. Apparemment, il a été atteint par la bactérie Yersinia pestis, mais on a réchappé. Donc la mortalité de la peste, y compris au XIVe siècle, n'était pas de 100%. Elle est actuellement de 25%, hein, je vous le redirai. Elle était, je ne sais pas combien, 80-85%. Tout le monde ne mourait pas de la peste. Éventuellement, ça suscite du coup éventuellement des réflexions, des interrogations et peut-être des expériences à faire pour comprendre ça. Donc voilà, tout un tas de textes, des textes, je vous conseille ça, évidemment, c'est un grand classique, mais c'est très bien écrit. Ça, c'est quasiment un journal de la peste de Londres au XVIIe siècle. Daniel Defoe, que vous connaissez comme auteur d'autres ouvrages, a écrit un journal, en réalité, de la peste de Londres au XVIIe. Bref. Et puis, on a bien entendu des relations historiques de ce qui s'est passé dans notre ville en 1720, 1721 et 1722, et c'est ce que je vais vous montrer sur la deuxième partie de cette présentation. La peste, on en a également des représentations iconographiques, et donc vous voyez ce que l'on appelle le bubon, c'est-à-dire dont on sait maintenant qu'il s'agit d'un ganglion lymphatique inflammatoire bourré de Yersinia pestis, et puis là, éventuellement, la lésion d'inoculation
qui est souvent appelé anthrax dans les charbons, finalement, dans les textes anciens. Et puis, donc, pour se rapprocher de l'histoire que l'on va raconter ensemble, eh bien, c'est peinture photographie, quasiment, de la peste de Marseille. Donc, vous le savez, une épidémie qui a frappé notre ville l'été 1720, et dont vous voyez des quasi-photographies. Pour ceux qui sont moins marseillais, vous reconnaîtrez tout de même l'hôtel de ville actuel. Donc ça, c'est la place devant l'hôtel de ville, et donc on voit des cadavres qui jonchent la place devant l'hôtel de ville, des cadavres qui sont menés sur des civières, qui sont balancés dans des charrettes pour aller jeter ça, et encore une fois, constituer ces fameux charniers de catastrophe. Tous ces corps n'étaient pas enterrés dans les cimetières à Marseille, ils étaient enterrés dans des fosses communes en pratique. Donc voilà un peu un zoom. Alors là, on est ce que l'on appelait à l'époque le cours La Reine, qui s'appelle aujourd'hui le cours Belzins, mais si vous regardez les façades, vous allez reconnaître immédiatement, effectivement, les façades du cours Belzins. Bon, c'était le cours La Reine au début du XVIIIe, et donc on voit, voilà, toujours pareil, les charrettes. Alors ce sont des quasi-photographies, parce qu'il y a ce type de détail. Ça n'est probablement pas quelque chose que Michel Serres a vu vraiment sous ses yeux. Ça, c'est de la grammaire picturale. Et lorsqu'un peintre fait téter un bébé sur le sein d'une maman morte, c'est un élément de grammaire qui indique que ce peintre est en train de peindre un phénomène épidémique, une épidémie. Donc ça n'est peut-être pas quelque chose qu'il a vu de ses yeux. Le reste, oui. Et donc, on a tout un tas de textes qui décrivent ça. Par exemple, le prédécesseur de M. Gaudin, vous voyez, a été amené à éditer un édile en septembre 1720, donc à 2 mois de l'épidémie de peste à Marseille. Et en pratique, cet édit, pour aller vite, c'est « Je suis d'accord pour donner des louis d'or aux personnes qui vont s'occuper des cadavres qui sont dans les maisons, qui jonchent les rues. » Au début, et c'est souvent comme cela que c'est décrit, au début, les personnes vivantes s'occupent des cadavres, de leur famille, et ainsi de suite, et tout se passe bien. Et puis assez rapidement, dans ces épisodes épidémiques, il faut donner une rétribution pour que les vivants continuent à s'occuper des morts, comme si, au bout de quelques semaines, les vivants avaient une certaine retenue dans le fait de s'occuper des morts. Avant, les vivants se payent quand même, mais ils se payent sur la bête, c'est-à-dire qu'on s'occupe des cadavres et on se paye avec les hardes. C'est très intéressant, c'est ce qui est écrit y compris là-dedans. Donc, les vivants s'occupent des cadavres et ils récupèrent les hardes, et les hardes en vieux français sont les habits et la literie. Et puis, au bout d'un certain temps, ça ne marche plus comme ça, il faut donner de l'argent sonnant et trébuchant, et donc c'est cet édile. L'épidémie à Marseille a été monstrueuse, les documents historiques relus par les historiens estime qu'il y a eu jusqu'à 50% de mortalité dans notre ville sur l'ensemble de l'épisode qui a duré 3 ans. Il est extrêmement bien reconstitué, encore une fois, donc il y a des textes extrêmement précis. On sait que c'est entré par la Joliette, on connaît le nom de la dame de 65 ans qui est la première victime, on sait ce qu'elle faisait, on sait tout. On sait très très bien comment on sait redécrire ça, c'est pas fictif ça, c'est factuel, c'est une transcription de données factuelles. Donc on a vraiment l'avancée de l'épidémie dans le quartier du Panier, vous reconnaissez évidemment sur la carte le Vieux-Port, la mairie est ici, le quartier du Panier, donc vous voyez ça rentre en réalité par le port de commerce de la Joliette, le port de commerce était déjà la Joliette, donc ça rentre, ça franchit les murailles, il y avait encore une enceinte en 1720 autour de Marseille, les anciens quartiers du Panier, et puis l'épidémie atteint ce qui était à l'époque les nouveaux quartiers. Tout ce qui est en orange sur cette carte de Marseille du XVIIIe, ce sont les nouveaux quartiers, les quartiers neufs de Marseille. Donc on est de l'autre côté, du côté opéra, si vous voulez, du Vieux-Port, et ce sont des quartiers qui ont été construits beaucoup sous l'égide du roi Louis XIV, qui en particulier a fait installer en rouge les galères du roi, et donc les fameux canons, qui au lieu d'être dirigés vers les Anglais, les canons sont là, les canons sont sur Marseille en pratique. Donc le roi avait fait installer en pratique ses troupes au cœur de la nouvelle ville, et puis tout ce qu'il fallait pour contenir la ville de Marseille en pratique. Mais enfin, le Basile, lui, ignore ses finesses politiques, il envahit toute la ville, il va déborder largement, toutes les communes autour de Marseille vont être atteintes par cette peste, et donc ça va gagner petit à petit tout ce que l'on appellerait aujourd'hui la Basse-Provence, au point que le roi aussi fait construire le fameux mur de la peste, et donc ceux qui ont le goût de randonner au printemps
dans la campagne aixoise, un peu au nord de la campagne aixoise, peuvent croiser encore des restes du mur de la peste. Donc c'est un mur qui avait été fait pour encercler en réalité la Provence contaminée et l'encercler du reste du royaume. Là on est du côté de la Provence pestiférée, là on est du côté du royaume de France saint, et là on met des dragons qui surveillent, qui font en sorte que personne ne franchisse le mur de la peste. Donc vous voyez, cette invention de mur, c'est pas quelque chose de nouveau du tout. Et donc tout est arrivé manifestement, c'est ce qu'indiquent en tous les cas les données historiques, un certain 25 mai 1720, avec l'arrivée de ce navire, le Grand Saint-Antoine, qui est un navire qui avait été affrété par des commerçants marseillais, qui avait dans ses soutes des tissus précieux, des soieries qui venaient d'Orient, des échelles du Levant, comme l'on dit, c'est-à-dire les dernières escales avaient été faites dans ce qui est actuellement le Liban. Et donc il venait en réalité de pays dont on savait par ailleurs qu'il y avait des épidémies en cours dans les mois précédents. Marseille, comme tous les grands ports de Méditerranée, disposait d'un système extrêmement efficace de lutte contre les épidémies. Ce système était extrêmement simple, c'était le système de la quarantaine, à partir du moment où il y avait le moindre doute sur un phénomène épidémique quand un bateau arrivait. Donc quand un bateau de commerce se présentait au large de Marseille, il restait au large de Marseille, et ce que l'on appelait les officiers de santé, qui étaient hébergés dans ce bâtiment, vous voyez, qui est juste antérieur à 1720, donc en 1719, on inaugure l'hôtel de santé, le bâtiment de santé. Ça, vous pouvez le voir quand vous allez au Mucem, en vous promenant l'été pour aller au Mucem, vous pouvez passer là, et le Mucem est là. Le Mucem est là, et l'hôtel de ville est de l'autre côté. Vous voyez, donc c'est le long du quai de l'hôtel de ville. Donc ce bâtiment existe, vous le voyez. Enfin, vous ne le voyez pas parce que vous ne faites pas attention, mais il est là quand même. Vous pouvez le voir. Bref, les officiers de santé, en deux mots, qu'est-ce qu'ils faisaient? Les officiers de santé, ils montaient à bord du bâtiment qui est resté au large, et au large, ça pouvait être jusqu'à La Ciotat, donc c'est vraiment au large de Marseille. On montait à bord, et puis en pratique, on regardait d'une part le trajet du navire, en clair, est-ce que le navire avait fréquenté des ports de villes dont on savait par ailleurs qu'il y avait des épidémies, et deuxièmement, est-ce qu'il y avait des morts inexpliquées à bord? Et si oui, eh bien on appliquait la quarantaine stricto sensu, c'est-à-dire qu'on laissait le bâtiment, sa cargaison et les hommes à bord pendant 40 jours pour regarder si des gens continuaient à mourir ou non en pratique. Sinon, eh bien, le navire était autorisé à aborder le port de la Joliette et puis à débarquer les hommes et les marchandises. Donc c'est un système qui fonctionne extrêmement bien, impeccable, sauf que, bien entendu, il y a des failles, et donc il y a eu une faille à la fin du mois de mai 1720, on ne va pas épiloguer, mais ce qui s'est passé à la fin du mois de mai 1720, c'est qu'en pratique, le navire Grand Saint-Antoine est bien resté en quarantaine, les hommes sont bien restés en quarantaine, mais les officiers de santé, après délibération, ont accepté que la marchandise, il y avait pour plusieurs millions d'euros en contre-valeur dans les soutes, la marchandise soit déchargée, et cette marchandise a donc été déchargée au port de la Joliette, et puis vous avez vu la carte tout à l'heure, la flambée épidémique qui part de là. Alors c'était affrété donc par des marchands marseillais qui en pratique ont soudoyé les officiers de santé parce qu'il y avait plusieurs millions, et ces millions c'était des soieries qui devaient être, et des tissus qui devaient être négociés 4 semaines après à la foire de Beaucaire. À cette époque-là, début juillet, se tenait tous les ans une foire aux tissus précieux, aux choses comme ça à Beaucaire, et donc les officiers, les marchands marseillais ont compris que si la cargaison subissait la quarantaine, ils ne pourraient pas, c'est trop court en temps, pour les vendre comme prévu à la foire de Beaucaire. Donc on a été amené à travailler encore une fois avec les anthropologues de la faculté de médecine, et si vous voulez, la chance que l'on a eue tous ensemble à ce moment-là, c'est qu'a été démasqué rue Leca dans le panier un charnier de catastrophe, et que les anthropologues ont rapidement compris que les squelettes qu'ils avaient sous les yeux étaient les squelettes qui étaient répertoriés dans le livre des entrées et des sorties de l'Hôtel-Dieu. Donc le bel Hôtel-Dieu dont vous voyez aujourd'hui que c'est un palace et un restaurant de grand luxe était en 1720 en pratique l'hôpital de la peste, l'hôpital de tout le monde mais aussi des pauvres, ce qu'il a été quand même pendant très longtemps.
Et donc la situation un peu unique, c'est qu'il y avait des documents historiques très précis, le livre, le registre des entrées, qui était tenu, l'hôtelier était tenu par des bonnes sœurs à ce moment-là, et donc elle notait exactement les entrées, et puis malheureusement la plupart du temps les sorties quelques jours après. Et donc voilà, il y avait à la fois, vous voyez, ce registre écrit, à la fois les squelettes, et donc on savait exactement d'où on partait et ce dont on partait. Donc pour aller simple, on a travaillé avec Gérard et Didier et d'autres ces squelettes, cette pulpe dentaire récupérée comme je vous l'ai fait voir. On a inventé, encore un petit truc à ce moment-là, on a inventé la suicide PCR, c'était quand même nouveau à ce moment-là. L'idée c'était de faire une PC. La question, on voulait absolument ne prendre aucun risque de contamination de ce matériel ancien très précieux quand même, par de l'ADN moderne de Yersinia pestis. Bon, alors la première chose, c'est qu'on n'avait jamais travaillé Yersinia pestis dans le laboratoire. À cette époque-là, il n'y en avait pas. Enfin. Et donc, deuxièmement, pour faire encore plus, on a inventé ça, qui est de dire, pour faire simple, donc vous n'utilisez pas du tout de contrôle positif, comme source possible de contamination, il n'y en a pas. Et puis, deuxièmement, à chaque fois que vous faites une manip de PCR, vous changez un petit peu la zone ciblée. Vous marchez en quelque sorte sur le génome, comme ça, de sorte que si vous contaminez votre laboratoire avec cette zone-là que vous venez d'amplifier le lundi, c'est pas grave parce que le mardi, vous allez cibler une autre zone et le mercredi, encore une autre zone et ainsi de suite. C'est ça l'idée de ce que l'on appelait la suicide PCR. Donc ça a très bien fonctionné. On l'utilise encore parfois. Pierre-Édouard, parfois, fait encore une, deux fois par an des manips de suicide PCR lorsque on a besoin comme ça de confirmer sur du matériel un peu précieux sur lequel on a one shot en quelque sorte. On ne peut pas y retourner. Ouais. Donc ça marche bien. Bref, pour faire simple, on a bien confirmé que dans les échantillons de la rue Leca, du charnier de l'observance de l'épidémie de Marseille de l'été, en réalité, pour être très précis, de l'année 1722, en réalité, sur des échantillons donc, humains de 1722, en réalité, donc la troisième année de l'épidémie de peste à Marseille, on a bien confirmé que c'était la peste Yersinia pestis. Il n'y avait pas de doute. On a, nous et d'autres d'ailleurs, ont complété ces travaux et donc on dispose maintenant de, je ne sais plus combien, 5 génomes de la peste de Marseille de 1722. Donc il n'y a strictement aucun doute. Il n'en demeure pas moins que lorsque nous avons fait ces travaux, je vais vous le dire, eh bien ces travaux ont été controversés. On parle de quoi ? Donc on parle d'un microbe, Yersinia pestis, donc c'est ça que l'on a détecté dans ces échantillons. Ce microbe a été découvert par un franco-suisse, Alexandre Yersin est suisse en réalité, il travaillait ensuite avec Louis Pasteur à l'Institut Pasteur, et Louis Pasteur l'avait envoyé le plus loin possible, donc à Hong Kong, pour décrypter l'étiologie d'une épidémie de peste. Et donc on voit Alexandre Yersin dans son IHU à Hong Kong en 1894. Donc un IHU en paille, vous voyez, c'est comme dans l'histoire des petits cochons, il aurait fallu, en soufflant dessus, le laboratoire aurait disparu, et donc des moyens extrêmement pauvres, parce que Hong Kong, à ce moment-là, est sous protectorat anglais, et bon, peut-être que ça dure encore un petit peu, mais enfin, il n'y avait pas une entente cordiale à ce moment-là entre l'Angleterre et la France. Et donc, en pratique, Alexandre Yersin a été plutôt mal reçu, ou tout au moins très peu aidé dans ses travaux de recherche par la communauté anglaise qui tenait politiquement Hong Kong. Par ailleurs, des Japonais ont débarqué également à côté de lui à Hong Kong, également pour découvrir l'étiologie de la peste. Et on voit là aussi, dans le contexte géopolitique de l'époque, vous voyez, les Japonais avaient bien entendu fait leurs études chez Robert Koch, à Berlin, et donc on avait d'un côté, vous voyez, l'Empire français, on est à la fin de l'Empire français, c'est plus l'Empire français, mais enfin c'est la Troisième République, mais enfin on a d'un côté, vous voyez, l'ancien Empire français avec sa bactériologie, on a l'Empire allemand avec sa bactériologie, et puis les Anglais au milieu. Donc ça c'est le contexte qui fait en sorte que le malheureux Yersin n'a pas été aidé dans ses travaux, et ça a été sa chance. Pas le raconter là, je crois que Didier Raoult vous l'a déjà raconté, et puis c'est une histoire, mais enfin la découverte de Yersinia pestis est une histoire en soi et pleine d'enseignements. Juste en 2 mots, la chance, il a eu 2 chances, et n'étant pas aidé, il n'a pas pu accéder au sang des pestiférés et des mourants, alors que les Allemands ont accédé au sang, mais il n'y avait pas moyen d'aller dans les hôpitaux. En pratique, il ne pouvait pas accéder. Voilà, il ne pouvait pas accéder aux hôpitaux à Hong Kong pour voir les patients et les prélever lui-même. Donc la seule chose
ce à quoi il a pu accéder étaient les cadavres. C'est une première différence. Et puis, deuxième différence technique, c'est qu'il n'avait pas d'étuve, contrairement aux Japonais qui, comme les Allemands, comme d'habitude, sont arrivés avec tout l'équipement, tout l'outillage, les étuves et tout ce qu'il faut. Manque de bol. Yersinia pestis, la température optimum de culture de Yersinia pestis, c'est plutôt de 28 degrés, c'est-à-dire, en gros, la température ambiante du laboratoire d'Alexandre Yersin, et non pas du tout 37 degrés, qui était la température bien réglée dans les étuves de ses collègues japonais. Et donc ces deux choses-là, le fait qu'il ait accédé au bubon sur cadavre et non pas au sang sur mourant, et le fait qu'il n'ait pas été équipé d'étuves, a été deux éléments favorables au fait que c'est lui le premier, manifestement, qui a décrit ça. Et donc c'est ce microbe-là, donc c'est ce que je vous disais, vous voyez, à Marseille, donc la fin de cette épidémie de peste à Marseille, 1903, 19 cas, 4 morts. 1919, les derniers cas, c'est 1919-1920. Donc, vous voyez, c'était l'époque du tigre, Clémenceau. Et donc, on est à la fin de l'époque du tigre, et 28 cas, 5 morts. Donc, vous voyez, on n'est pas à des mortalités, là. On n'est pas à des mortalités de 80-85%. Il y a beaucoup de morts. Mais on n'est pas à 80% de mortalité. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ben, c'est le début du traitement de la peste. Mais le traitement de la peste à ce moment-là, mais vous voyez que ça marchait, le traitement de la peste à ce moment-là, c'est la sérothérapie. La fin du 19e, début du 20e siècle, découverte de tout un tas de microbes pathogènes, c'est le début de tout un champ extrêmement important qui est la sérothérapie en pratique. À partir du moment où Alexandre Yersin a isolé Yersinia pestis, on a pu inoculer des animaux avec Yersinia pestis, faire fabriquer notamment à des chevaux des grandes quantités de sérum et administrer ce sérum animal aux pestiférés, et ça marche. Alors certains ont dû mourir de choc anaphylactique, mais enfin, globalement, sur la population des pestiférés, globalement, ça marche, c'est un traitement qui est efficace par rapport à ne rien faire du tout. Comme tous les traitements, il y a quelques effets secondaires possibles, mais globalement, sur la population, ça a été un premier traitement efficace de la lèpre, la sérothérapie, et donc c'est ce qui s'est passé à Marseille au début du XXe siècle. Et donc c'est ce qui est rapporté dans ce type de gazette, par exemple. L'actualité de la peste, vous le savez, c'est beaucoup l'Afrique subsaharienne, et puis vous le savez, l'épisode, il y a 2 ans maintenant, de Madagascar, par exemple. Donc c'est beaucoup Madagascar, beaucoup le Congo, pas uniquement, mais enfin ce sont les 2 pays dans lesquels ça se passe actuellement. Voici un exemple de bubon, donc là cette fois-ci c'est bien le bubon, c'est-à-dire des ganglions lymphatiques, pleins de pus et pleins de Yersinia pestis, qui sont douloureux, et en pratique, lorsqu'il y a une épidémie de bubon, c'est-à-dire plusieurs personnes qui se présentent avec ça, il n'y a pas d'autre diagnostic possible que la peste. Lorsque vous avez 2 ou 3 personnes qui se présentent à 3-4 jours d'intervalle avec ça, vous êtes sûr que vous êtes au début d'un outbreak de peste, c'est sûr. Ce bubon est décrit, vous voyez, depuis longtemps. Et donc ces travaux initiaux que nous avons faits en disant, écoutez, il n'y a pas de problème, cette deuxième pandémie, c'est bien Yersinia pestis, ont été beaucoup critiqués. Je vais terminer par là, parce que ces critiques nous ont fait beaucoup avancer sur la compréhension de l'histoire naturelle de cette maladie. Donc ça a été critiqué. Nos collègues ont tenté dans un premier temps donc, de reproduire ce que l'on avait fait en s'attaquant à un grand nombre de charniers de peste manifestement en Europe. En particulier, ils ont travaillé, ce sont des Anglais, ils ont travaillé bien sûr les charniers de la peste de Londres du XVIIe siècle, ils n'ont pas été foutus de retrouver Yersinia pestis. Donc ils ont dit, à Marseille, ils ont raconté n'importe quoi, ils ont dû contaminer, malgré les précautions que je vous ai expliquées tout à l'heure, c'était carrément pas possible. Enfin, ils ont dit, voilà, à Marseille, ils ont dû contaminer les prélèvements, et donc c'est des faux positifs qu'ils ont trouvés. Donc voilà, ça a donné lieu, vous voyez, à des débats par des sympathiques collègues anglais. Mais sur le fond, pourquoi est-ce qu'il y a eu ce débat sur le fond ? Il y a eu ce débat sur le fond parce que ça ne collait pas. Le fait de montrer que c'était Yersinia pestis ne collait pas avec le schéma épidémiologique connu de la peste. Le schéma épidémiologique connu de la peste que vous allez trouver encore aujourd'hui dans la plupart des traités de maladies infectieuses, c'est qu'il y a des rats dans les villes, ces rats sont porteurs de puces, ces rats peuvent être pestiférés, les puces sont pestiférées, les puces transmettent Yersinia pestis à la population, et c'est comme ça que l'on a une épidémie de peste à Marseille en 1720-1722. Ça ne colle pas, il y a tout un tas d'éléments, je ne vais pas les détailler, mais ça ne colle pas. Le schéma rat
puce population ne colle pas pour les épidémies anciennes, en particulier pour celle de Marseille, ni les autres. Ça ne colle pas. C'est le fond du problème. Donc le fond du problème, c'est que nos travaux expérimentaux qui montraient que c'était bien la peste ne collaient pas du tout avec la théorie finalement que l'on avait du mode de transmission de la peste à ce moment-là. Et donc nous avons repris cela sur le fond en disant ben, effectivement ça ne colle pas, et si ça ne colle pas, comme nous étions absolument certains que nos résultats étaient vrais, honnêtes, authentiques, donc c'était bien Yersinia pestis, c'est que le schéma épidémiologique ne collait pas. Il y avait quelque chose qui n'allait pas dans le schéma épidémiologique. Donc ce qui n'allait pas, ben, c'était au moins le vecteur en réalité. Alors ce qui nous a mis la puce à l'oreille, bien qu'à la fin c'est le pouls, c'est que nous avons travaillé, nous avons reçu des échantillons de Bondy, qui est une charmante commune en région parisienne, et là aussi à Bondy, l'anthropologue local du service départemental des fouilles archéologiques tombe là-dessus, pareil, construction d'un immeuble à Bondy, crac, on tombe là-dessus, catastrophe pour le promoteur, on arrête tout, on s'intéresse au squelette, on nous envoie des dents, blablabla. Bla bla bla. Qu'est-ce que l'on trouve, nous, dans la pulpe dentaire de ces individus? On trouve Bartonella quintana et on trouve Yersinia pestis. Bartonella quintana, comme je vous l'ai dit très rapidement tout à l'heure, c'est un microbe qui a été découvert au cours de la Première Guerre mondiale, qui provoquait ce que l'on appelait à ce moment-là la fièvre des tranchées, et donc on sait de façon absolument certaine qu'il est transmis par les poux et les poux de corps. Et donc en voyant ça, eh bien, on a commencé à comprendre qu'en réalité, Yersinia pestis pouvait être transmis par les poux de corps et que singulièrement, lors de ces épidémies anciennes, le poux de corps était très probablement un des vecteurs. Et donc, vous voyez, on s'est mis donc à changer le cadre dans lequel on réfléchissait le schéma épidémiologique. Là, on passe de rats ectoparasites population, qui n'est pas vraisemblable. Ce n'est pas vraisemblable que 25 000 Marseillais soient morts de peste et été piqués par 25 000 puces à partir de 25 000 rats à Marseille. C'est carrément pas croyable. Et donc on change ça en disant, mais attendez, la transmission de la peste à Marseille, et probablement dans d'autres situations, c'est faite beaucoup, aussi et beaucoup, par des ectoparasites d'hommes en réalité, et notamment par le poux de corps. Donc c'est un changement, vous voyez, du schéma épidémiologique qui colle à nouveau, cette fois-ci, avec les données historiques dont on dispose. Voilà le poux, et donc, comme je vous le disais, le poux est connu pour transmettre Rickettsia prowazekii, l'agent du typhus mortel, Borrelia recurrentis, responsable de fièvre récurrente, Bartonella quintana, fièvre des tranchées, et d'autres formes cliniques de maladies mortelles, Acinetobacter baumannii, c'est pas très très clair, et donc nous avons ajouté Yersinia pestis à la liste des pathogènes mortels, pas nécessairement celui-là, mais les autres, ils sont tous mortels, transmis ou transmissibles par le poux de corps. Voici les mains de M. Raoult qui va sortir des poux d'échantillons anciens. Donc on a une capacité à sortir les poux à partir d'échantillons anciens, d'échantillons de sol, d'échantillons de tissus anciens. Et donc voilà ce que ça peut donner. Voici des restes de poux, par exemple, que l'on a retrouvés cette fois-ci, vous voyez, dans des restes des soldats de la Grande Armée de Napoléon, qui là n'était plus la Grande Armée. C'est la retraite de Russie, on rentre de Moscou pour essayer de rentrer en Allemagne et en France, on fait comme on peut. On est harcelé par les Cosaques, on est surtout harcelé par le froid, et on est surtout harcelé par le typhus. Donc il faut lire Guerre et paix. Et puis, voilà, donc ces malheureux soldats ont été enterrés avec leurs chevaux pour les cavaliers dans les fossés de Vinus qui avaient été fortifiés à l'allée. On est retombé là-dessus, et donc dans les fossés de Vinus, on peut trouver, vous voyez, des restes de poux de corps, et à l'intérieur de ces poux de corps, on peut retrouver Bartonella quintana, et dans ce cas-là, on peut retrouver également Rickettsia prowazekii, l'agent du typhus. Donc voici les poux de corps. Ce qu'il faut comprendre, c'est bien que ça s'appelle des poux de corps. En réalité, ce sont des insectes qui vivent au contact du corps, mais dans le vêtement. C'est-à-dire qu'ils ne s'accrochent pas à la peau, ils s'accrochent au vêtement qui est en contact immédiat avec la peau. Parce qu'ils doivent prendre un repas sanguin par jour sur la personne qui les héberge. Mais en réalité, vous voyez, ils habitent dans le vêtement au contact du corps. C'est un point important parce que ça veut dire qu'on est en train de parler d'hygiène vestimentaire et que la solution finalement au poux de corps, c'est l'hygiène vestimentaire, c'est-à-dire la capacité à changer de temps en temps son vêtement en pratique telle que le poux n'arrive plus à boire, à pomper du sang dans une période de 24-48 heures. Donc il faut avoir une certaine capacité à changer au moins tous les 24 heures, 48 heures les habits.
Et ça, sur le plan de l'histoire de l'hygiène vestimentaire, eh bien, c'est parallèle, bien entendu, avec la capacité économique que les populations ont à faire. Et voilà, donc c'est quelque chose qui s'est fait au XIIIe, XIVe siècle, la généralisation notamment des habits de nuit et des habits de jour. Auparavant, on avait un habit qu'on portait comme ça pendant des semaines et des semaines. Et puis à un moment, on s'est mis à inventer le fait que notamment la nuit, on n'avait pas porté strictement les mêmes vêtements que le jour, qui nous semble une chose d'une grande banalité pour nous. Mais enfin, c'est une invention relativement récente, si je puis dire, que dans l'histoire de l'hygiène vestimentaire. Et donc, si vous voulez, on a pu changer, vous voyez, le schéma. Le schéma avant, c'était ça, c'était des rats ou des rongeurs en contact avec l'homme, les puces des rongeurs, et puis c'est à partir de là qu'on transmettait aux populations, mais on ne comprend pas très très bien comment ça arrive à faire des épidémies massives, un schéma comme ça, et donc on change le schéma, on le complète. Ce qui était dit avant était vrai, bien sûr, mais on le complète en disant, attendez, il y a une capacité de transmission interhumaine par des ectoparasites d'hommes, par exemple les poux de corps, et donc ça change la conception que l'on a du modèle épidémiologique, et ça doit être fonctionnel sur un plan médical. Ça veut dire que si l'on est amené à prendre en charge une épidémie de peste aujourd'hui, eh bien il faut s'intéresser au fait de savoir si les populations ne sont pas en même temps infestées par des ectoparasites d'hommes, par exemple des poux, et que pour maîtriser l'épidémie, eh bien dans ce cas-là, il faut aussi maîtriser l'infestation et l'épidémie par les poux. Donc de mon point de vue, c'est une connaissance, vous voyez, donc c'est une connaissance que l'on a acquise, qui est dérivée de ces travaux de paléomicrobiologie, qui pour moi est une connaissance médicale utile. Si j'étais amené, par exemple, ce qui n'a pas été le cas, mais à aider, à contribuer à régler une épidémie de cette nature, je m'intéresserai aux vêtements des gens et aux gens pour savoir s'ils ne sont pas infestés aussi par des poux en même temps. Et il se trouve que la peste sévit actuellement dans des régions où l'on sait qu'il y a aussi en même temps, singulièrement au Congo, des infestations par les poux. Donc c'est une, vous voyez, c'est une connaissance nouvelle qui, de mon point de vue, est fonctionnelle sur le plan médical. Et puis, dernier point que l'on a appris également, sont les sources. Là, on vient de voir un peu qu'il y a différentes modalités de transmission du pathogène dans les populations, en particulier, encore une fois, avec les ectoparasites hommes. Et le dernier point que l'on a appris à travailler à partir de ces travaux de paléomicrobiologie, c'est la source. Bon, d'accord, donc si on remonte la chaîne, il y a des gens qui sont infestés par la peste, il y a des ectoparasites, il y a quand même effectivement des rats, des micro-rongeurs qui sont infectés. Et donc on a appris à travailler une source qui, de mon point de vue, est la source première, qui est en réalité le sol. Et donc le schéma que l'on a actuellement, c'est que probablement c'est un micro-organisme qui a une grande capacité de résistance dans le sol, sous certaines conditions, mais qui a une grande capacité de résistance dans le sol, et lequel sol contaminé est probablement une source première de contamination des animaux, et puis le cycle part comme ça, la peste étant clairement une zoonose. C'est certain que c'est une maladie des populations humaines acquise au contact direct ou indirect avec des populations d'animaux infectés. Alors j'ai pris cet exemple-là parce que voilà, il y a un petit clin d'œil là qui nous rappelle pour certains le baccalauréat. Et donc voilà, la peste de Camus, c'est Oran, un des grands ports de Méditerranée en Algérie. Et donc effectivement, 41-42, si je me souviens bien, peste à Oran, c'est un événement historique certain, il n'y a pas de doute, dont Albert Camus a dérivé son roman, mais en toile de fond, il y a un événement historique réel qui a bien eu une épidémie de peste à Oran dans les années 40. Très bien. Cette peste disparaît en 43-44, je crois, il n'y a plus de cas de peste à Oran, et puis elle réapparaît 60 ans après, jour pour jour, au même endroit. L'analyse des souches montre que les souches à Oran en 2003, eh bien, ce sont des souches locales, ce ne sont pas des souches qui ont été importées d'ailleurs par le port de Oran, ce sont des souches d'Algérie. Qu'est-ce qui s'est passé ? Donc c'est ce que je vous dis, le modèle que l'on a actuellement, donc que l'on travaille avec Idir Bitam par exemple, toujours en Algérie. Le modèle que l'on a actuellement, c'est de reprendre en réalité les travaux de Balthazar au Kurdistan, iranien, politiquement dans l'Iran actuel. Et donc voilà ce qu'il avait montré. Ça c'est des terriers de mériones. Donc les mériones sont des micro-mammifères rongeurs qui sont très sensibles à la peste. Et donc ce qu'il avait montré, eh bien, c'est qu'effectivement les terriers de mériones hébergeaient Yersinia pestis même lorsqu'il n'y avait plus de mériones. Et donc ce qui se passe, c'est que ces couillons de mériones, comme ils sont un peu flemmards, au lieu de creuser des nouveaux terriers, ils vont réouvrir les terriers des grands-pères. Et donc ça c'est pas bon, parce que dans le terrier des grands-pères, donc ce qu'a montré Balthazar,
Karimi et d'autres, grands personnages très importants pour moi en microbiologie, ils ont montré qu'il y avait une persistance de Yersinia pestis au fond des terriers, et que ce qui se passe très probablement, c'est que les animaux, les méryons fouisseurs, viennent donc réinvestir les terriers de leur génération précédente, ils se recontaminent avec Yersinia pestis, le sol contaminé, et le cycle redémarre. Et donc on a ainsi des bouffées épidémiques à partir de ce qu'on appelle des foyers de peste, et il y a dans le monde des endroits, des lieux géographiques assez précis dans lesquels on sait qu'il y a la peste. Ça existe pour d'autres maladies naturellement, mais c'est à peu près clair pour moi que ça fonctionne aussi comme ça. Donc voilà ce qui se passe. Et donc ce que l'on a montré avec Idir Bitam et une autre étudiante, c'est qu'en Algérie, effectivement, il y a une persistance de Yersinia pestis dans le sol, des shots, c'est-à-dire des lacs salés qui sont éventuellement des lacs intermittents qui peuvent sécher en plein été et puis se remplir à nouveau lorsqu'il y a des pluies. Et donc c'est sur les bords de ces shots que en creusant, on peut trouver du Yersinia pestis vivant, on l'a reproduit au laboratoire, et donc incontestablement, Yersinia pestis a une capacité à rester vivant dans le sol plusieurs années. M. Mollaret avait enterré Yersinia pestis dans son petit jardin de la banlieue parisienne, sans rien dire à personne, et donc régulièrement, il prenait un peu de sol chez lui le matin, puis il allait au laboratoire à l'Institut Pasteur l'après-midi, il remettait en culture, et ça a duré plusieurs années. Donc clairement, Yersinia pestis, sous certaines conditions certainement, est capable de rester dans le sol, et donc ce que l'on est en train de travailler, y compris avec Rémi, c'est d'essayer de travailler un peu les conditions plus particulières, et le point où on en est, c'est que ça reste vivant dans des zones qui sont arides, et dans ce cas-là, en sol salé, avec certaines conditions de salinité, ce qui est le cas de ces shots. Donc l'idée actuellement, c'est qu'en zone aride, c'est dans le sol, et dans le sol salé, et lorsque l'on regarde les cartes des foyers de peste dans le monde, ça colle. Donc on l'a montré une première fois finalement sur l'Algérie. Avec Rémi, on est en train d'essayer de publier que c'est vrai aussi sur les États-Unis, mais de façon générale sur l'hémisphère nord, lorsqu'on regarde l'hémisphère nord, ça marche. Les foyers de peste connus sont effectivement en zone aride, autour d'étendues d'eau salée, éventuellement intermittentes. Et donc ça nous éclaire ensuite, pour en revenir à ces histoires de peste, et je vais terminer par là, ça nous éclaire probablement sur le fait qu'il y a des conditions, vous voyez, géologiques ou environnementales pour avoir des foyers de peste, que ces conditions, à ma connaissance, ne sont plus réunies actuellement en Europe continentale, en l'Europe stricto sensu, je ne parle pas de l'Eurasie, mais de l'Europe continentale, à l'ouest de l'Oural, disons, il n'y a, à ma connaissance, pas de zones arides salées telles que. On a des zones salées, on a éventuellement des zones arides, mais on n'a pas vraiment de zones arides et salées. Donc à ma connaissance, il n'y a pas vraiment de possibilités actuelles, vu la géologie actuelle et le climat actuel, de persistance de foyers de peste en Europe. Et d'ailleurs, c'est très frappant, encore une fois, on n'a plus de peste, vous voyez, à Marseille, par exemple, depuis 1919. Il y a encore 10 ans, il y a de la peste en Algérie, il y a de la peste en Irak. Donc à quelques centaines de kilomètres au sud, il y a la peste. À quelques centaines de kilomètres au nord, il n'y a plus la peste. Et donc probablement, vous voyez, ces travaux éclairent un petit peu ces aspects-là sur la capacité de persistance de foyers de peste, et peut-être que ça nous éclaire aussi sur la dynamique de ces infections anciennes, avec un modèle actuel, moi, qui me va bien, qui est qu'en réalité, les foyers primaires sont autour de la Mongolie, par là ça persiste, et puis notamment le long des routes commerciales, eh bien, il y a de temps en temps des réintroductions sur, vous voyez, des milliers de kilomètres, des réintroductions par bond comme ça de la peste, par exemple en Europe, mais à ma connaissance sans possibilité vraiment actuellement d'implantation et de persistance de foyers, en tous les cas de foyers telluriques, au sens où je vous l'ai présenté. Donc c'est le modèle qui me semble le plus vraisemblable actuellement pour ces épidémies anciennes de peste, et donc c'est quelque chose aussi qu'on essaie de travailler. En particulier, ce sont des choses que l'on va faire dans les prochaines années, c'est de décrypter, comme il s'agit d'une zoonose, le rôle des animaux qui étaient utilisés pour ces caravanes commerciales, et ce qui a été clairement négligé parmi les animaux, ce sont les chameaux. Il y a beaucoup de chameaux et de dromadaires en réalité. La route de la soie, c'était la route de dromadaires. Les routes du sel en Afrique, c'était beaucoup des dromadaires, et ainsi de suite. Donc c'est quelque chose que l'on va travailler dans les prochains semestres, d'essayer de mieux comprendre le rôle possible des camélidés dans les chemins de la peste en quelque sorte. Voilà pour aujourd'hui.